faire. Voilà. Je laisse la Alors, parole c'est un grand plaisir pour moi de présenter Isabelle Felici. Isabelle Felici est à la fois spécialiste de l'anarchisme, spécialiste de l'immigration italienne, et elle a réalisé plusieurs livres. Elle est professeure à l'université de Montpellier, Paul Valéry, et elle a réalisé plusieurs livres qui joignent un peu ses centres d'intérêt, et notamment deux livres sur Georges Brassens. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir? Mais Georges Brassens est fils d'italienne, hein, ce que peu savent, et il a eu très clairement des acquaintances avec le mouvement anarchiste dans sa jeunesse. Il a écrit dans des journaux anarchistes, et elle a réalisé deux livres et un calendrier sur Georges Brassens. D'autre part, elle a réalisé des ouvrages sur l'immigration italienne, et notamment un ouvrage qui s'intitule « Enfants au pluriel d'Italiens, quelle langue parlez-vous » au pluriel, qui relie des témoignages extrêmement divers. D'une part, des gens qui n'ont pas voulu du tout transmettre la langue à leurs enfants, en disant maintenant on est en France ou en Belgique et on ne parle plus de ça, et d'autres qui ont fait de grands efforts à ce sujet. Donc, divers livres à ce sujet, mais le livre qui nous amène aujourd'hui à l'inviter, c'est son livre sur l'anarchisme en Méditerranée orientale et occidentale. Alors, Méditerranée, on voit des anarchistes, on pense tout de suite les Espagnols, les Italiens, mais en Méditerranée du Sud, en Méditerranée orientale, ça semble beaucoup plus bizarre, évidemment. Alors, elle va nous parler pendant 20 minutes pour présenter son livre. Moi, j'ai préparé des tas de questions à lui poser, et puis vous aurez la parole pour lui poser les questions subsidiaires, mais non moins importantes. On avait pensé commencer avec une chanson de Claude François, Alexandrie, Alexandra, mais on vous l'épargne finalement. C'est ça, avec les problèmes techniques, je pense. Alors, ce sera particulièrement sur les anarchistes italiens, mais pas que. Il n'y a pas que ça. Hein. Je vous laisse la parole, Isabelle. Eh bien, merci beaucoup. Je regrette de manquer Claude François. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui pourra la chanter. À défaut, on pourra faire Georges Brassens, effectivement. Est-ce que les jeunes là, oui, ce serait bien. Et ici, il y a encore des places ici. Hein. Donc n'hésitez pas, il y a une place là. Il y a une place à côté de Churchill. Il y a encore des chaises. Et si vous voulez passer. Voilà, parce que vous allez avoir des crampes, sinon Il y en a encore une ici, je ne sais pas. Je ne sais pas où on va pouvoir la mettre, mais bon. Je la pousse là? Oui, on va la mettre. Bon, j'aurais fait le déménagement aussi. Oui. Je regrette pas d'être venue. Bien, et bien écoutez, tant que tout le monde est installé, je commence par vous remercier sincèrement pour cette invitation. Anne Morelli tout d'abord et toute l'équipe du Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches, c'est bien ça. Et d'ailleurs, c'est un juste retour en Belgique, puisque en fait, le projet était d'abord d'organiser une journée d'études. Je vous ai mis l'affiche ici et le programme que nous avions concocté avec Costantino Paonessa, qui n'est pas là aujourd'hui, avec qui j'ai donc coédité l'ouvrage qui est l'objet de notre rencontre. Et l'affiche, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, a été prête fin mars 2020, et puis il y a eu des drôles de choses qui se sont passées, on nous a empêchés de bouger, etc. Bref, donc on a reporté une première fois, et puis de nouveau ça avait été très compliqué de faire venir des gens qui étaient prévus de plein d'endroits différents en Europe et ailleurs. Donc on s'est résolu à passer finalement par l'étape, d'abord par l'étape livre, et ensuite par plusieurs
rencontres, par exemple, comme celle d'aujourd'hui. Donc voilà, merci à la Belgique. C'était prévu à Louvain-la-Neuve et que finalement c'est encore mieux ici. C'est encore mieux ici. Voilà. Alors, toutes les personnes qui étaient prévues pour la journée d'études n'ont pas souhaité participer à l'ouvrage. On a pas mal de jeunes chercheurs en particulier qui ont trouvé l'idée intéressante sur effectivement une partie de la Méditerranée qui est souvent moins traitée quand on pense en particulier aux questions de l'anarchisme. C'est un sujet qui est très cher à Costantino Paonesakis, qui est spécialiste en particulier de l'Égypte. Alors, moi je me suis un peu occupée de la Tunisie et je vais, disons, prudemment de l'autre volontiers, mais prudemment tout de même sur l'autre côté sur la rive sud de la Méditerranée. Mais c'était important, j'ai vraiment répondu à son appel j'ai trouvé vraiment ça très intéressant parce que ça permet de donner d'abord la parole à des jeunes chercheurs, ensuite de suivre des pistes qui sont un petit peu nouvelles et puis j'espère vous en montrer quelques aspects en vous présentant les différents textes des projets pour la suite. Alors l'autre chose, effectivement, il y a pas mal d'Italiens là dans ce volume en particulier, mais pas que, ce qui a suscité aussi du point de vue de l'édition des questions assez difficiles pour les langues. En fait, dans le train en venant, j'ai compté, je crois, donc il y a le français évidemment, l'italien, l'espagnol, l'anglais, le russe et l'arabe. Tout ça à rendre dans un français évidemment accessible et sans les... Bref, ça a été un travail intéressant, on va dire, voilà. Et donc l'ouvrage est présenté autour de 3 approches. Alors évidemment, on n'a pas eu le souci d'exhaustivité, parce que l'espace méditerranéen est vaste, mais disons que donc autour de 3 approches, en fait il y a 6 textes, une grosse introduction, 6 textes autour les 2 premiers des personnages, 2 lieux, la Tunisie et l'Égypte, oui, et ensuite des points de vue, disons, avec des textes qui proposent, disons, une approche plutôt méthodologique, voilà. L'autre chose qui sert vraiment de liant à l'ouvrage, tout en n'étant pas, bien sûr, disons que l'ouvrage n'a pas vocation à être exhaustif, mais se donne vraiment une grande cohérence, je trouve, avec cette approche transnationale qui est devenue pas mal à la mode. D'ailleurs, on trouve parfois des textes où le mot est là, on n'est pas défini, on ne sait pas très bien, mais bon, on a absolument voulu éviter cet effet de mode, mais en même temps utiliser l'aspect intéressant de cette approche transnationale. Il me semble qu'une des premières fois où on a trouvé le terme, c'était dans une étude d'une sociologue ou économiste qui a travaillé sur les Haïtiens aux États-Unis et qui a montré la façon dont leur survie, leur économie de vie ou de survie était basée justement sur le fait de ne pas être entre les deux, mais avec les deux, donc en dépassant la dimension nationale. Donc c'est vrai. En plus, quand on parle de migration et d'anarchisme, forcément c'est pas une nouveauté, mais disons que là, avec ce terme-là, en évitant l'effet de mode, on a aussi voulu adopter une position de transnationalisme situé. Alors là, je reprends une expression de Costantino qui, disons, m'a formée à cet aspect-là, puisque parler des anarchistes dans le nord de l'Afrique, par exemple, ou en Égypte, ça ne revient pas du tout au même que de parler des anarchistes en Amérique latine. Comme vous le savez, il y en a eu beaucoup aussi, parce qu'il y avait ce régime juridique très particulier qui s'appelle le régime des capitulations. Et donc, en fait, les Européens qui se trouvaient dans tous ces pays bénéficiaient de ce régime des capitulations. Alors, on a mis une définition que je trouve utile de vous lire parce qu'elle sera plus claire que tout ce que je pourrais vous dire là-dessus. Donc, le terme désigne la série de traités et d'accords bilatéraux à travers lesquels un État colonisé, bien sûr, on est dans le domaine du colonialisme aussi, accorde à un autre État colonisateur et à ses
concitoyens l'extraterritorialité juridique sur les citoyens présents sur son territoire national. Cela signifie que les personnes étrangères établies dans les territoires où sont en vigueur les capitulations jouissent généralement des mêmes droits que dans leur pays d'origine, de l'immunité en matière de liberté personnelle, etc. Et donc il y a ensuite des dates très différentes d'abolition de ce système qui peuvent expliquer aussi des différences qu'on voit, de situations qu'on voit au fil de l'ouvrage. Donc vraiment ce régime de capitulation, donc d'extraterritorialité juridique, donne des Européens, voilà, donne son sens aussi à cet ouvrage et donne une grande cohérence à la, disons, à l'approche qui a été adoptée. Alors, je vous ai dit que je vous proposerai une petite... peut-être que j'ai oublié de... Voilà, c'est l'ouvrage, donc vous l'avez déjà vu. Donc, je vous propose un petit panorama de l'ensemble des textes. Je vous ai déjà un petit peu parlé de l'introduction. Donc, les deux premiers textes portent sur des personnages, des figures certaines très connues. À gauche, vous avez Amilcare Cipriani, donc un anarchiste internationaliste garibaldien. Il a été à peu près soldat, je crois, à peu près toute sa vie, enfin très jeune. Je suppose qu'on connaît au moins le nom de Amilcare Cipriani. Il a participé à la Commune, il a été envoyé en Nouvelle-Calédonie, donc c'était pas tellement, comment dire, original, mais Serena Ganzaroli, la jeune autrice, la jeune chercheuse qui nous a proposé ce texte, se penche sur deux aspects moins connus de son parcours, et qui porte justement sur ce que j'ai essayé de vous expliquer à propos des capitulations et du statut ambigu aussi de certains anarchistes par rapport à ce privilège d'être européen finalement. Donc les deux aspects beaucoup moins, disons, présents dans sa biographie ou dans même son agiographie, c'est les crimes qu'il a commis. En particulier, alors je tiens à prononcer les noms de ces deux personnes donc assassinées, enfin par Amilcare Cipriani, parce que justement on les trouve jamais ces noms, donc je voulais les prononcer aujourd'hui. Mustafa Salek Ali El Nagar, donc vous entendez qu'il s'agit d'autochtones. Il y a une troisième personne qui l'a tué, qui s'appelait Santine, et là il a été pour cela jugé plus tard. Mais bon, ces deux-là, c'était de la légitime défense, de toute façon c'était des autochtones, c'était... J'ose même pas dire le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est un des aspects de son travail, où elle montre comment aussi ça forme en quelque sorte ces contradictions dont je viens vous parler, qu'on va retrouver à d'autres moments. Et l'autre aspect sur lequel elle a travaillé aussi, c'est, donc je vous ai dit que c'était un soldat, ça a été un soldat toute sa vie, et c'est sur, disons, l'approche nationaliste de sa participation en soutien à des nationalistes en Grèce, et sa participation qui a suscité pas mal de débats au sein de l'anarchisme, en particulier avec Enrico Malatesta. Peut-être que je vous lirai un petit peu plus tard disons la synthèse du débat qu'il y a eu entre les deux. En gros, pour vous le dire avec mes propres termes, Malatesta reproche à Cipriani de mettre en avant son soutien à des nationalistes, effaçant là justement l'internationalisme qui devrait être la marque des anarchistes. Alors l'autre personnage un peu moins connu, même beaucoup moins connu, c'est Florido Matteucci, qui a été vraiment, on peut dire, révélé par le travail de Thomas Beugnet, qui est en train de lui aussi de faire une thèse, je crois qu'elle est toujours en cours. Donc lui, il a fait un gros travail d'archives sur ce personnage. Alors peut-être que je devrais vous... Donc ça c'est Amilcare, c'est Serena qui nous a envoyé des photos. Amilcare avec ses
Reducci, comme on dit, ces anciens combattants, voilà. Et puis là, on voit, je vous parlais du mythe Cipriani, on voit, elle m'a pas donné la date, mais c'est une publicité à laquelle il a participé pour un vin. Voilà. Donc, ça donne un petit peu le ton. Et ce qu'ont fait aussi les deux auteurs pour les deux personnages, c'est dans le volume, c'est une carte de leur séjour et de leur parcours dans l'espace méditerranéen. Alors Serena, pour Cipriani, a choisi de mettre des gros points pour montrer la durée des séjours, plus cette chronologie, tandis que Thomas, lui, a plutôt voulu mettre en relief la mobilité donc, de ce personnage, comme je vous disais, qui n'est pas du tout connu. Son parcours est intéressant parce qu'en fait, il a été accusé à tort d'avoir participé en 1878 à un attentat à la bombe à Florence, et d'où son exil, d'abord en France, et puis il s'est retrouvé en Égypte, et puis on a beaucoup d'informations en fait, parce que dans ses amis figurait un espion qui a beaucoup rapporté sur ses activités dans le sud de la France, puis en Égypte, et ensuite il a fini par partir en Argentine, je crois, en tout cas, oui c'est ça, à Buenos Aires, et qui défendait cette position de l'insurrection et de l'illégalisme. On pourra y revenir si vous le voulez, mais ce qui est intéressant dans son parcours, c'est que partout il a... Enfin, d'ailleurs, je me suis demandé en relisant le texte, je regrette de ne pas avoir demandé à l'auteur d'ajouter ce détail, je ne sais pas comment il vivait en fait, comment ce qui remplissait sa marmite. Voilà. Alors les cartes, enfin, c'était vraiment indispensable de mettre ces cartes, et ça montre bien l'espace en fait qui est couvert en entier pratiquement par ces personnes. Et là, il ne s'agit que de deux individus. Alors, pour la Tunisie, il s'agit d'un article en fait qui est un extrait d'une thèse, là aussi, qui vient d'être, vous dites, défendu. Voilà, il faut que je m'habitue au belgisme. En France, on dit soutenu, mais défendu, c'est très joli aussi. Et donc là, je vous ai mis des journaux parce que c'était difficile de représenter les groupes. L'auteur, Wael Bari, a choisi de faire toute la liste des groupes anarchistes qui sont nés, qui ont été actifs au fil de la période qui pouvait être en Tunisie à ce moment-là. Donc je vous ai mis quelques titres quelques en-têtes de journaux parce que qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, hein, vous voyez, pauvres personnes qui sommes contraintes de travailler sur les journaux. Des fois, quand on trouve une version un peu mieux conservée, on pousse des cris de joie, vous voyez pourquoi. Voilà, je vous en ai mis quelques-uns ici, parfois il y a des titres bilingues, enfin c'est vraiment celui-là c'est un peu plus tardif, c'est vraiment très, très varié, disons. Et donc il a travaillé sur ces groupes qui sont souvent en lien avec des journaux et souvent aussi, c'est ce qu'il a voulu montrer, en lien avec les frémissements et plus tard même la construction du syndicalisme en Tunisie, où les Italiens finalement jouent un rôle d'intermédiaire, on peut le dire. Voilà, ça c'était le premier texte de la deuxième section. Puis alors là on change, j'ai mis une carte parce que j'ai eu besoin de visualiser le trajet entre Odessa et Alexandrie, où est Ambientato, où se déroule le texte suivant, donc qui porte sur Alexandrie, et on n'a pas beaucoup discuté avec l'éditeur sur la couverture, que personnellement je trouve finalement très jolie, mais nous avec Constantine on voulait mettre des gens, mais on n'avait pas de figure de groupe, et on n'arrivait pas à se mettre d'accord, et en désespoir de cause, j'ai dit si on mettait la mer, et finalement il y a eu cette image du port d'Alexandrie qui est, d'ailleurs je peux peut-être faire circuler l'ouvrage, qui est très... voilà. Et donc, je crois que c'est le seul texte finalement qui se passe là-bas, mais ça montre bien le cosmopolitisme, en fait, c'est vraiment l'essence même du cosmopolitisme. Donc la jeune
la jeune chercheuse, je crois qu'il ne faut pas que je déforme son nom. Voilà, Rim Naguib, j'allais dire Najib, c'est Naguib, fait elle aussi une thèse ou un postdoc sur ce sujet-là, et elle a travaillé avec des archives en anglais, en russe, en français, je pense aussi en italien, et elle retrace deux affaires d'extradition de syndicalistes russes qui sont descendus donc d'Odessa à Alexandrie, et où justement le système des capitulations prend tout son sens, disons, son mauvais sens, puisqu'en fait il permet de contourner le droit international qui normalement protège les réfugiés politiques. Et donc il y a eu, ce qu'elle fait aussi dans son travail, c'est qu'elle montre comment la solidarité non seulement nationale mais internationale se met en place à la fois à Alexandrie même, et aussi grâce à ce cosmopolitisme avec des ramifications dans le monde entier, puisque ces personnes sont injustement expulsées vers la Russie, où évidemment ils sont ensuite jugés, emprisonnés, etc. Donc ça, c'était les deux premiers textes. J'avais mis quand même quelques illustrations. D'abord ce petit le facsimilé d'une petite brochure, disons, qui montre la façon dont s'est concrétisée cette solidarité à l'égard des 3 Russes en Égypte. Donc je crois que le premier c'est 1, et le premier événement c'est 1 Russe, et le dernier événement c'est 3 Russes. Et il y a aussi toute une liste, bien sûr illisible, mais importante de cette solidarité. Et là aussi, dans les noms, on voit des noms italiens, des noms grecs, des noms arméniens, des noms... beaucoup d'Italiens quand même, mais aussi des autochtones, etc. Voilà Alors, le premier texte de la deuxième section porte, lui, sur le Maroc, et sur là aussi, ça met l'accent sur pas mal de contradictions au sein du mouvement anarchiste, toujours en lien avec la question de la colonisation, puisque le Maroc, c'est peut-être moins connu, c'est pas que une colonie française, c'est aussi une colonie espagnole. Et disons que, alors l'article a une tranche chronologique assez longue, puisque c'est le seul qui dépasse un petit peu vers les années 20, mais c'était important, mais surtout elle part de la fin du 19e siècle pour montrer comment en fait naissent ces contradictions, y compris même au sein de l'anarchisme, puisque certains anarchistes espagnols de l'époque se rattachent à un mouvement qu'on appelle ibérisme, et qui prenait le regroupement entre Espagne, Portugal, Andorre, mais avec donc des liens privilégiés avec le Maroc, toujours bien sûr avec les anarchistes voulaient aussi civiliser, mais avec des sentiments émancipateurs, mais ils avaient quand même, il faut bien le reconnaître, ce sentiment de supériorité, on va le dire. Donc elle fait, moi j'ai trouvé son article très courageux, disons peut-être qu'elle n'a pas fait une recherche nouvelle, mais elle a fait un gros travail bibliographique, justement pour mettre en relief ces contradictions et parler de sujets qui parfois peuvent fâcher. J'ai assisté à... Bon, je pourrais vous raconter éventuellement, mais disons que, par exemple, mettre en relief le fait que les anarchistes, comme c'est montré d'ailleurs dans cette illustration, reprennent des stéréotypes raciaux pour s'en prendre aux Marocains, qui souvent étaient certes soldats du mauvais côté, du côté franquiste, mais certains étaient aussi du côté des républicains. En tout cas, ça... Disons que c'est important, voilà, de faire ces mises au point quand c'est nécessaire. Et donc le dernier, je crois que j'ai déjà dépassé mes 20 minutes, et le dernier texte
alors là, j'ai mis aussi un florilège d'entêtes de journaux parce que c'est plus simple à représenter et puis c'est assez représentatif finalement de la... Donc, disons qu'il a une approche, déjà il a une approche comparatiste entre l'Égypte et la Tunisie, et aussi grâce au fait qu'il travaille sur il cite beaucoup le parcours d'un autre anarchiste italien, pas très très connu non plus parce que le pauvre a mal fini puisqu'il a, disons, bifurqué vers le fascisme à un mauvais moment. Il y en a beaucoup malheureusement à un certain moment. Donc, on préfère peut-être pas trop parler de lui non plus. En tout cas, il a eu sa période de gloire et il a raconté son aventure dans l'Afrique civilisée, ce qui donne quand même peut-être un peu son état d'esprit déjà. Déjà, il n'y avait pas tout compris. Et donc, en tout cas, ce que fait Giorgio Sacchetti, dont j'ai eu le plaisir de traduire le texte en français, c'est qu'il propose en particulier à travers les journaux et aussi à travers le parcours de Romolo Verbati, qui je ne sais pas si c'est très clair sur cette photo que j'ai prise dans le livre, donc on voit son parcours, lui de Sardaigne vers l'Égypte et la Tunisie, et je crois qu'il finit par rentrer, en Italie, voilà. Et donc en fait on a décidé avec Constantine de conclure sur son texte qui montre un petit peu finalement des pistes là aussi pour ces études comparatistes que nous appelons de nos voeux. Merci beaucoup. Voilà. Alors je fonce tout de suite avec mes questions. Vous nous parlez de l'anarchisme en Méditerranée. Or, il y a des tas d'anarchistes, notamment italiens, qui sont allés à Londres, qui sont allés en Amérique du Sud, etc. Alors pourquoi spécifiquement la Méditerranée? Est-ce que c'est un espace particulier pour les anarchistes plutôt qu'Odessa, l'Amérique du Nord aussi? Et si c'est un espace particulier pour les anarchistes, pourquoi? Alors que ce soit un espace particulier, certes, je ne pense pas que ce soit particulier aux anarchistes, mais... Non, mais pourquoi les anarchistes spécialement en Méditerranée? Alors pourquoi nous on a voulu s'y pencher? Parce que justement, il nous a semblé que c'était une des zones finalement assez peu traitées dans ces questions-là, ou alors traitées souvent justement de façon nationale, et pas avec une vision plus large. Parce que ça permettait de mettre le doigt sur ces contradictions dont je vous ai parlé, puisqu'on est dans tous les pays en situation coloniale, et que justement ça crée beaucoup de contradictions, et que c'est intéressant de voir comment... alors, en essayant de ne pas faire d'anachronisme non plus, parce que c'est sûr que je connais un petit peu mieux le cas de la Tunisie puisque je me suis occupée d'un autre anarchiste italien qui s'appelle Gigi Damiani, voilà, qui a été contraint finalement de vivre en Tunisie et alors il n'a pas ce genre de termes dédaigneux, disons, envers les autochtones, mais on voit bien que c'est pas évident de faire l'échange. Il y a une sorte, puisqu'à Tunis par exemple où il vivait au milieu d'Italiens, sûrement des Français aussi, puisqu'il était venu aussi en Belgique d'ailleurs, en France, en Belgique, donc c'était pas évident de réussir à sortir même en voulant le faire. Donc j'ai trouvé juste un de ses correspondants qui lui écrivait dans une lettre, il était allé aussi en Algérie, il avait été dans le désert et il essayait de comprendre une population, mais dans les faits, la situation était tellement séparée entre les différentes populations que c'était compliqué de dépasser cette barrière. Alors moi, quelque chose qui m'a interpellée, c'est que la tranche chronologique du livre, c'est 1860-1920. Or, finalement, ce qu'on connaît surtout des anarchistes, c'est la période postérieure, c'est la guerre d'Espagne, ce sont les anarchistes pendant la guerre civile, etc.
Or, en s'arrêtant en 1920, on n'aborde pas cette période, on c'est quand même en Méditerranée aussi, l'Espagne. Oui. Alors, dans le texte de Laura Galliane, j'ai pas prononcé son nom tout à l'heure, elle arrive quand même jusqu'à cette période-là. Hein, c'est d'ailleurs la période où elle met le plus en évidence les contradictions, puisqu'elle cite par exemple un travail qui a été fait sur les poésies dans la presse anarchiste durant dans la période 36-39, où disons que c'est pas très... je ne sais même pas choisir le terme, politiquement correct, voilà. Donc il y a quand même quelques petites incursions. Après, ce qui est intéressant aussi dans son texte, c'est qu'elle travaille sur les relations de l'Espagne avec le Maroc, et en particulier aussi durant la République, où, disons là, elle montre comment, en fait, les anarchistes espagnols qui sont alors au pouvoir en 36-39, eh bien, ils essayent de revenir un petit peu sur leurs erreurs et ils essayent de combattre aussi le colonialisme, mais comme une autre forme du fascisme finalement, puisque c'est ça qu'ils combattent. Donc finalement, le point de vue, il est toujours européen. Voilà. Donc on y arrive un petit peu, mais c'était pas le centre effectivement de l'ouvrage, puisque là on est plutôt sur l'Est et le Sud. Alors vous avez cité Amilcar et Cipriani. C'est un espèce d'aventurier qui va dans tous les combats possibles et imaginables. Il va défendre les peuples opprimés. Il va en Grèce, en Crète, combattre les Turcs, évidemment. Ah ben oui. Et ça a un côté quand même un peu européocentriste. C'est-à-dire qu'il défend les Grecs contre les Turcs. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de contradictoire aussi? Ouais, alors non seulement il défend les Grecs contre les Turcs, il défend aussi les catholiques contre les musulmans. Et c'est bien ce que lui reproche Malatesta. Peut-être je vous lis le petit passage là. Attendez, Malatesta accuse Cipriani d'être aveugle aux incohérences qui se manifestent au sein des luttes de libération nationale. Cipriani lui-même, c'est là, donc je cite Serena, a une attitude contradictoire à cet égard, et il y avait déjà eu des antécédents entre les deux hommes. Enrico Malatesta avait en effet accusé Cipriani d'être toujours resté un garibaldien dans le sens le moins intelligent du terme, c'est-à-dire un homme sans idée claire, sans programme déterminé. Voilà, Malatesta n'est pas convaincu. Pour lui, l'idéalisme romantique de Cipriani est hors du temps. Si les dernières lettres de lui que nous connaissons sont authentiques, alors il se déclare partisan d'une tactique différente de la nôtre et se met lui-même en dehors du parti. Donc là, ça montre vraiment une scission au sein de l'anarchisme même. Oui. C'est sûr. Entre des internationalistes purs et durs et d'autres qui restent européocentristes. Voilà, oui, on peut le dire comme ça. Alors, moi, il y avait une question que j'ai découverte à travers votre livre, et on découvre plein de choses, c'est qu'on retrouve des anarchistes italiens en Amérique latine, en Méditerranée orientale, mais en fait, il y a un mécanisme administratif en Italie par lequel ils se retrouvent dans ces régions, et pourquoi est-ce qu'ils l'acceptent? Vous voulez dire la façon dont l'Italie voilà, se débarrasse? C'est ça. L'Italie se débarrasse de ces anarchistes. Alors, oui, alors là j'ai travaillé aussi sur les Italiens au Brésil, les anarchistes italiens au Brésil, et effectivement, ça faisait beaucoup de polémiques auprès des autorités brésiliennes qui accusaient justement l'Italie de se débarrasser de ces malfaiteurs, comme on les appelait, parce que pour aller par là-bas, ils n'avaient pas de problème pour avoir un passeport, tout simplement. L'Italie leur donne volontiers un passeport du moment qu'ils partent. Du moment qu'ils partent, voilà. Le même Damiani qu'on citait tout à l'heure, donc avant d'arriver en Tunisie, il est très jeune, il est parti au Brésil et il était en résidence surveillée dans ces îles, je ne sais plus lui laquelle, est-ce que c'était Lampedusa, Ventotene, je ne sais plus. De là, il a eu un passeport et il est parti au Brésil tout jeune, effectivement. Donc c'était une façon pour le pays de...
il était plus, enfin comment dire, la situation pour lui n'était pas vivable dans la mesure où, c'est après 1894, vous savez, il y a eu ces lois contre les anarchistes et socialistes, et donc plutôt que de vivre une vie compliquée, eh bien, beaucoup sont partis, effectivement. Et avec un passeport. Avec un oui, passeport avec un qu'on leur passeport. accordait pour autant qu'ils dégagent. Alors, je pense pas que pour la Méditerranée du Sud, je pense pas que. Peut-être que c'est aussi le cas de certains, mais je pense que c'est spécifique à l'Amérique latine. Alors, À cause du système des capitulations, puisque justement, quand ils étaient en Afrique du Nord, par exemple, ils étaient protégés. ils étaient soumis aux lois italiennes, normalement. Alors, vous avez votre doctorant, Weil, qui a, vous citiez Lampedusa, je ne sais pas si tout le monde sait que Lampedusa, c'est l'île par excellence dans laquelle débarquent aujourd'hui les malheureux qui essaient de venir en Europe. Mais votre doctorant a révélé quelque chose qui est vraiment très intéressant, d'actualité, et moi je lui conseille de faire un article à succès sur ce sujet. Alors c'est quoi? Alors, je crois que c'est pas dans le livre. Non. Non. Bon, mais c'est pas grave, je sais, j'ai lu la thèse. Oui, alors, oui, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'Italiens qui arrivaient en Tunisie sans papier, c'était pas très difficile d'organiser des systèmes de bateaux. Il y avait un certain Antonino Casuolo d'ailleurs, qui a été naturalisé français et qui a fait beaucoup de transports. C'était un peu plus tard, dans les années 1930, mais il a fait beaucoup de transports entre Marseille et la Tunisie, et sûrement aussi entre la Sicile et la Tunisie. Donc pour faire venir des gens qui n'avaient pas le droit d'être sur le sol tunisien, effectivement. Donc c'est exactement la situation inverse. C'est-à-dire que c'était des Italiens qui fouillaient l'Italie par Lampedusa. Et ils fouillent de nuit pour beaucoup. Ils fouillent avec des bateaux clandestins, sans papier, etc., vers l'Afrique du Nord. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à rappeler aujourd'hui, c'est que c'est un voyage aller-retour. Surtout que déjà à l'époque, ça faisait la une des journaux tunisiens, ces Italiens qui sont arrivés sur la plage. J'ai pas la citation exacte en tête, mais j'ai le souvenir d'avoir vu des articles justement dans la grande presse. On se plaint, on se plaint de ces gens Italiens qui débarquent sur les plages de Tunisie. Il faut dire que c'était l'époque du protectorat français aussi, mais bon. Alors j'avais encore quelques questions à vous poser avant de passer la parole au reste de la salle. En Tunisie, les anarchistes, ils se promettaient bien d'attirer à leurs idées les Arabes. Est-ce qu'ils ont réussi? Oui, eh bien vous parlez de mon doctorant, maintenant docteur, donc nous avons eu beaucoup d'échanges à ce sujet parce que c'est ce qu'il voulait montrer lui et je lui avais dit que je pensais que c'était difficile. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de preuves matérielles. Alors, soyons honnêtes, quand même, il y a une personnalité en particulier, Niccolò Converti, qui était en Tunisie, le médecin qui a été très longtemps en Tunisie et qui est mort là-bas. Il est arrivé, je crois, en 1887 et il est mort là-bas en 1939. Et où lui s'est pas mal investi dans certaines manifestations. Après, son fils a travaillé à la compagnie des tramways et lui aussi était syndicaliste. Mais le problème, c'est que dans la presse, on n'a pas forcément le détail des noms des syndicalistes. Est-ce que les employés des tramways étaient italiens, français ou autochtones? En tout cas, dans tout ce qu'il a trouvé, il n'y avait pas de lien direct. Après, il se peut que Converti étant médecin, par exemple, et anarchiste, il faisait aussi des consultations gratuites, ça on le sait dans les journaux, on a même les horaires, l'adresse du dispensaire, etc. Et là aussi, pas seulement pour les pauvres italiens, siciliens surtout, ou maltais, et sûrement aussi pour les autochtones. Mais je pense que c'est vraiment très difficile à montrer ces liens directs. Si leurs idées sont passées, est-ce que ça a eu une influence sur le mouvement indépendantiste tunisien, sur la création des syndicats en Tunisie, qui est quand même
un des pays d'Afrique du Nord où la tradition syndicale est la plus forte. Voilà, alors qu'il y ait eu des liens entre les Italiens et la naissance d'un mouvement ouvrier, c'est sûr. Mais le mouvement ouvrier étant aussi très européen, comment s'est fait ensuite le lien avec les autochtones? Je pense que c'est arrivé un peu plus tard. Mais là, le travail doit encore être approfondi. À mon avis, le travail doit encore être approfondi pour montrer des liens C'est une directs. coïncidence étrange que justement là où il y avait tous ces anarchistes italiens et syndicalistes, il soit né le syndicat le plus important de l'Afrique du Nord. Quand il y a eu il y a quelques années un printemps tunisien, en fait, les mobilisations se sont faites dans l'UGT, l'Union Générale des Travailleurs de Tunisie. Moi, je veux bien continuer à être convaincue. Mais pour l'instant, Mais pas de preuve. disons que le travail qui a été fait va un peu dans ce sens, mais que ça manque encore un petit peu de structure. Et je pense, ce que disait d'ailleurs la collègue tunisienne qui était présente à la soutenance aussi, c'est que c'est arrivé aussi beaucoup plus tard avec les communistes italiens, enfin les communistes présents en Tunisie, qui étaient aussi italiens. Donc que Converti et les autres aient donné des premières... était présent au début, c'est sûr. D'ailleurs, il a aussi été le personnage d'un roman qui s'appelle Le choc des races, je crois. Et il est sous un faux nom, mais on le voit dans plusieurs scènes où justement il défend le serveur arabe qui a été malmené par des bourgeois qui étaient là au restaurant, et il prend sa défense. C'est un personnage vraiment... haut en couleur et proche des gens aussi par son attitude. Il a été quand même parmi les fondateurs de l'hôpital italien, qui est toujours un hôpital qui a changé de nom maintenant à Tunis. Donc je pense qu'il y a beaucoup de liens, mais je pense qu'il faut faire vraiment, comme le suggérait aussi le collègue d'arabe, un travail presque linguistique, culturel sur des notions, voilà, des liens pour les faire apparaître, voilà, qui est un fumet italien, c'est certain, mais le lien entre les... Je le vois aussi, moi j'ai travaillé sur un journal de 1935, l'arabe donc, qui était cité, c'est celui qui vendait les journaux, c'est pas celui qui écrivait dans les journaux, voilà. Donc je veux bien continuer à être convaincue, mais je ne suis pas encore tout à fait. Voilà, je ne veux pas être plus claire que ça. Alors, il y a aussi la ville d'Alexandrie. C'est une ville très particulière, parce que c'est un port colonial qui est stratégique pour le mouvement syndical, parce qu'en fait, il y a des marins du monde entier qui passent par là, et notamment des marins russes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une ville sous contrôle britannique. Il y a une sociologie très particulière, et ces émigrés russes, notamment anarchistes, est-ce qu'ils sont protégés dans le cadre du droit d'asile? Ben, ils devraient, mais justement, c'est là le régime des capitulations dont je vous ai parlé au tout début. En fait, quand ça arrange les autorités, on le met entre parenthèses. Ben là, justement, non, on l'a appliqué pour extrader les gens chez eux, pour qu'ils soient jugés chez eux, alors que s'ils avaient été à Londres au lieu d'être à Alexandrie, eh bien, ils auraient bénéficié du droit international et donc ils n'auraient pas pu être extradés pour leurs idées politiques. Voilà. Et alors c'est sûr qu'il y a ces deux affaires, dont je vous ai touché deux petits mots tout à l'heure et qui sont très bien décrits dans le volume par Rim Naguib. Mais Alexandrie, c'est aussi, enfin je vous ai montré quelques journaux tout à l'heure, il y a beaucoup d'Italiens aussi, il y a Hongrie qui est passé par là, il y a il n'y avait pas que Dalida. Non, mais on était bien avant. Il y avait cette Baracca Rossa, la baraque rouge, où aussi était une sorte de centre culturel de l'anarchisme italien, mais c'était vraiment, l'impression que, moi j'ai pas travaillé sur l'Égypte à part en faisant l'édition de ce livre, mais de tout ce que j'ai pu lire, c'est vraiment l'endroit le plus, là où les choses ont eu le plus de croisements possible. En Tunisie, il y a bien quelques anarchistes français qui travaillent avec les anarchistes italiens, on les voit
réaliser des choses ensemble, etc. Mais en fait, à Alexandrie, tout est vraiment très très imbriqué. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que cette solidarité s'est mise en place en faveur de ces marins russes. Enfin, elle décrit très bien, puisqu'elle a lu la presse. Il y a des mobilisations. Voilà, elle a lu la presse en anglais, en russe, en arabe, et elle montre bien comment ces manifestations se mettent. Voilà, sans succès malheureusement, puisqu'ils sont vraiment renvoyés à Odessa. Alors, pour l'anecdote, il y a un congrès de l'Internationale qui se passe à Verviers en 1877, et à ce congrès de Verviers de l'Internationale, il y a un groupe anarchiste d'Alexandrie qui participe. C'est quelque chose d'assez d'assez inimaginable qu'il y a des anarchistes d'Alexandrie qui, en 1877, arrivent à Verviers. Ben, ça montre la vigueur de leur mouvement, parce que pour envoyer des délégués, ça veut dire qu'ils étaient vraiment bien organisés. Donc on n'a pas de preuve que des autochtones ont été contaminés par les idées anarchistes, alors, mais par les mobilisations et par l'idée de grève. Oui, alors, par exemple, Weil, il parle de Tunisiens qui ont participé à la guerre d'Espagne, voilà. Par exemple. Oui. Mais, comment dire, c'était déjà les années 30, ça a pu passer par aussi d'autres... comment dire, il n'a pas établi le lien direct avec des Italiens. Donc il y a quand même des autochtones qui se sont impliqués pour la Tunisie en tout cas. Voilà. Alors il y a beaucoup d'Espagnols qui ont émigré vers le Maroc, et celui-ci était sous protectorat espagnol en partie, et parmi eux il y a des anarchistes. Et alors, est-ce qu'ils ont les libertés, les droits syndicaux dont ils pouvaient jouir en Espagne? Puisque c'est un territoire espagnol. Oui. Alors, Laura Galliane montre bien que pour le début de la présence des anarchistes au Maroc, en fait, on n'a pas beaucoup de... Enfin, elle se base sur des études qui ont été faites d'un historien, Eloy, j'ai oublié le nom, qui montre qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'éléments sur cette période. Il n'y a pas eu de journaux, par exemple. C'est vrai que quand il n'y a pas de journaux, ben, on a moins de retours sur les activités. Il a retrouvé les traces d'un Athénée, comme on aime la dire en Espagne, c'est-à-dire un espace culturel et politique où on se rencontre. En tout cas, pour cette première période-là, il n'y a pas eu beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de traces, on va dire, pour le début. Après, le problème aussi, c'est que le Maroc est, comment dire, ce qui pourrissait en quelque sorte la vision des Espagnols et des anarchistes sur le Maroc, c'est que ils étaient envoyés pour faire la guerre, et que donc ils mouraient là-bas, et que c'était surtout contre, comment dire, ce que montre bien Laura, c'est que les mobilisations se font pour éviter que les Espagnols soient envoyés là-bas mourir pour défendre des terres, pour récupérer des terres là-bas. Donc c'est l'anticolonialisme, il est, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il garde cette vision européenne, puisqu'il s'agit Donc officiellement, ils sont anticolonialistes, mais en réalité, ils sont imprégnés du discours xénophobe ambiant. Oui, d'autant plus... Qu'est-ce qu'ils reprochent aux morts, là, quand on voit... Eh bien, alors, voilà, selon les périodes, il y a eu des... Ils ont repris tous les stéréotypes raciaux, finalement, puisque parmi les franquistes, il y avait aussi un nombre assez important de gens qui faisaient ça aussi pour ne pas mourir de faim, et qui étaient souvent utilisés aussi comme faire des actes de violence, que sais-je, des viols, etc., dont on sait que c'est une arme militaire finalement. Donc ils n'ont pas pris beaucoup de recul par rapport à ça, et pas beaucoup tenu compte du fait qu'il y avait aussi dans les rangs républicains des Marocains. Alors, pendant cette période, c'est ma dernière question, rassurez-vous,
Pendant cette période 1860-1920, en fait, c'est l'époque où les anarchistes sont partisans pour une partie de ce qu'on a appelé la propagande par le fait. Qu'est-ce que c'était la propagande par le fait? C'était d'assassiner le plus grand nombre possible de dirigeants en espérant que ça crée un climat de révolte, etc. Et c'est l'époque où le président français Sadi Carnot a été assassiné, l'impératrice Sissi a été assassinée, le président américain McKinley, le roi d'Italie, le roi de Grèce, le tsar Alexandre II, et même une tentative d'assassinat contre le roi Léopold II en 1912. Je n'ai pas dit dommage que ça n'a pas réussi. Je n'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Mais donc, il y a toutes ces tentatives d'assassinat à ce moment-là. Et alors, est-ce que dans le climat de transfert culturel qui caractérise cette présence anarchiste en Méditerranée du Sud et de l'Est, est-ce que cette théorie a influencé les groupes dont vous parlez? Est-ce qu'ils ont essayé de faire des assassinats aussi par-ci, par-là? Alors, si je peux me permettre, la propagande par le fait, c'est pas seulement s'attaquer aux têtes couronnées ou aux chefs d'État. C'est aussi créer des insurrections. Par exemple, en 1877, Malatesta, Cafière, d'autres ont organisé ce qu'on a appelé la Banda del Matese. Le Matese, c'est un massif de collines pas loin de Naples. Ils ont, pendant une bonne semaine quand même, réussi à occuper au moins 2 villages. Ils ont brûlé les archives avec les cadastres et les titres de propriété, etc. Même le prêtre, finalement, est venu un peu de leur côté. Et puis ça s'est... donc ça n'a pas duré très longtemps puisque finalement l'armée, les gendarmes, enfin bref tout. Donc c'est aussi, en tout cas cet aspect insurrectionnaliste, il existe aussi dans la propagande par le fait, pas seulement s'en prendre. C'est un peu plus, disons, c'est ce que vous donnez comme définition. C'est une caricature. C'est voilà, c'est la définition un peu des journalistes et c'est vrai que certaines, toujours un grand débat. Par exemple en 1921. Il y a eu Matteucci, il était de cette tendance insurrectionnaliste et illégaliste, mais il était gentil comme un agneau, il n'a jamais tué personne, dans les faits. En 1921, par exemple, il y a eu un drame, on peut le dire, dans un théâtre qui s'appelait Diane, à Milan, où des jeunes anarchistes ont mis une bombe pour viser le chef de la police ou je ne sais plus quelle autorité, et ils se sont trompés sur le lieu, et il y a eu un carnage, parce que c'était dans un théâtre, et là ça a vraiment servi de, comment dire, ça a vraiment fait une scission aussi même à l'intérieur du mouvement, puisque et c'est un débat encore aujourd'hui sur la question de la violence. Après, donc ça juste pour, c'est pas pour dire que les choses que vous avez évoquées soient fausses, hein. Par exemple, pour Gaetano Bresci qui a tué Humbert Ier, on voulait absolument qu'il y ait tout un groupe derrière lui ou pas. Enfin, chaque fois, c'était... ce qui est amusant aussi, c'est qu'au moment où ces attentats contre les têtes couronnées arrivent, on voit changer les rapports de police sur des individus qui, j'en avais suivi un de très près au Brésil, qui était, il était médecin, non, il était vétérinaire lui. Mais bon, vétérinaire, des fois il servait un petit peu de médecin, il était dans un endroit perdu, et donc il était plutôt bien vu. Et puis après 1900, d'un coup il était devenu très dangereux, et il était devenu très méchant. Enfin, j'ai plus en tête les détails, mais c'était amusant de voir comment il était complètement, le portrait qu'on en faisait avait complètement changé à cause de ça. Donc, lui n'avait pas changé, en revanche, mais le regard qu'on a porté sur lui, et parce qu'il était anarchiste, a beaucoup changé. Alors, quand on parle de groupe, c'est aussi compliqué, c'est ce que montre bien le travail de Weil, par exemple, parce que souvent ce sont des groupes éphémères qui naissent avec un objectif précis,
en suivant des règles d'affinité, comme on dit encore aujourd'hui. C'est encore comme ça maintenant dans beaucoup de milieux anarchistes. Et donc c'est difficile de dire ce groupe-là pensait ça ou cet autre groupe-là. Mais ils n'ont pas commis d'attentat. En tout cas, alors que je ne dise pas de bêtises, mais de tous ceux qu'on a, sauf Cipriani qui a tué quand même, sûrement beaucoup de personnes pendant ces guerres un peu partout, mais en particulier Mustapha et Ali, dont je vous citais le nom tout à l'heure. Mais c'était pas des attentes, voilà, il y avait une rixe dans un, voilà. Mais dans ceux-là, la question de l'illégalisme, elle est toujours là, de l'insurrection. Après, des fois, selon la façon dont les règles, les lois sont formulées, c'est difficile de ne pas être dans l'illégalité. Encore aujourd'hui, je crois que si on va aux États-Unis et qu'on se déclare anarchiste, disons qu'on peut avoir des problèmes. Voilà, donc tout dépend aussi comment est formulée la loi. Sur la propriété, c'est la même chose, en fait. Voilà. Et même sur, par exemple, aussi, c'est pour revenir sur les attentats, je ne veux pas du tout éviter votre question, mais Gaetano Bresci, il a bien expliqué que son geste était en réponse à ce qui s'était passé à Milan en 1898, où le roi avait envoyé la troupe contre des gens qui protestaient pour le pain. Et il avait tué je ne sais pas combien de personnes. La Commune, c'est 30 000 Parisiens qui sont tués pendant la Commune. Léopold II, c'est la même chose. L'anarchiste italien qui vient ici pour tuer Léopold II, il veut le tuer en réponse à la manière dont les manifestations ont été réprimées avec des morts. Rien qu'à Louvain, il y a 7 morts. Ben voilà, donc c'était un engrenage. Voilà, je pense qu'il faut aussi, alors si c'est peut-être un peu plus difficile à expliquer, mais en tout cas il faut recadrer, replacer dans le contexte, non pas pour justifier, mais en tout cas, d'ailleurs il a dit, Gaetano Bresci, qu'il avait tué un principe, un symbole, enfin, c'est un point de vue qui a fait beaucoup de débats encore aujourd'hui entre les pacifistes, qu'est-ce que ça veut dire être pacifiste, sur la violence, l'utilisation de la violence. Je crois que c'est un débat éternel et important, oui, c'est sûr. Je laisse la parole. Pierre. Merci Isabelle pour cette présentation.